On va commencer par vous dire qui nous sommes chez ACMI et pourquoi choisir ACMI. Donc en fait, ACMI accompagne les clients pour le management des systèmes d'information. On est un partenaire principal d'IBM en France et on est expert dans les technologies IBM, qu'elles soient matérielles comme logicielles. Et pour ça, on a des équipes qui sont certifiées, expérimentées sur ces offres-là. Donc sur la diapo, vous voyez, on va parler de Power System aujourd'hui, mais il y a aussi des équipes qui sont compétentes sur la partie Z, Linux One, les serveurs x86, le stockage, le Flash System qui fait partie de la gamme stockage, et puis d'autres technologies comme Spectrum Storage, GVTL, etc., et des architectures hyper convergées. On a aussi des experts sécurité. La protection des données, aujourd'hui, c'est un domaine important. Donc, en termes de réplication, en termes de protection contre la cybercriminalité, et notamment, en fait, on a une expertise assez pointue sur tout ce qui est plan de reprise d'activité. Donc, on a un certain nombre de clients qui nous font confiance pour, par exemple, dérouler leur production sur leur site et avoir un PRA dans le cloud ACMI. Donc, justement, je n'ai pas précisé trop la partie cloud ici, mais on a un cloud avec des data centers basés en France. Et donc, on héberge des machines power, pas que des machines power dans ce cloud. Donc, on est capable effectivement de vous fournir des services de A à Z, je dirais, que ce soit de la consultance, le service managé, l'infogérance, l'hébergement, la maintenance. Donc, soit sur site, en mode cloud privé, soit dans le cloud ACMI. Le cloud ACMI aussi est relié directement au cloud IBM. Donc, par extension, on peut aller sur le cloud IBM avec plus de 190 services, 200 API. Et fournir aussi, bien sûr, une architecture hybride sur site et cloud ou différents types de cloud, donc cloud ACMI, cloud IBM. Donc, cette offre de cloud services et de services managés ACMI est certifiée ISO 27001. Et donc, on peut accompagner nos clients du début à la fin, que ce soit pour imaginer la solution qui répond aux besoins, fournir, installer, sécuriser, héberger et bien sûr manager. Ça fait partie de nos missions, et ce depuis 1986. Donc, ça fait un certain nombre, plusieurs décennies d'innovation pour servir les projets des clients. Sur la diapo suivante, j'ai mentionné quelques exemples. Là, vous avez quelques logos de clients, donc des PME, des grands comptes aussi, des établissements publics. 250, plus de 250 installations haute disponibilité, donc avec un support 24/7, bien sûr, et plus de 30 clients qui bénéficient de cette offre, comme je vous disais, plan de reprise d'activité avec les services ACMI et le cloud ACMI. Voilà, donc c'est une introduction rapide de ce que nous faisons chez ACMI. Si vous avez des questions plus détaillées sur le contenu des services, n'hésitez pas sur le type, le cloud, des offres cloud ACMI, je pourrais vous fournir plus d'infos. Donc on va maintenant rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, qui est cette partie Oracle. J'ai mentionné un petit agenda là, juste avec les points, je dirais, principaux. Je ne vais pas rentrer dans tout, on va rentrer dans les détails de tout ça. Ce que je voudrais dire sur ce diapo, c'est que tous les points qui sont mentionnés dans cette présentation sont basés sur des faits, sur des preuves ou, je dirais, des sources externes publiques. Donc, c'est pas ACMI qui dit ça, c'est pas IBM qui dit ça, c'est l'industrie, en fait, les normes de l'industrie. Et je pourrais vous fournir toutes les sources si elles ne sont pas mentionnées par endroit. Il n'y a pas de souci, je peux vous fournir tout ça. Donc, en ce qui concerne Oracle, ou plus généralement les bases de données, ben, les besoins sont croissants, les données sont toujours de plus en plus importantes, et ça, c'est effectivement un problème qu'ont pas mal de clients. Alors, sans rentrer dans les détails, sur l'archivage des données, etc., c'est vrai que j'ai travaillé sur des projets avec des bases de données de 200 Tera, des data warehouse,
C'est vrai que sans un minimum de gestion, ces bases de données deviennent croissantes exponentiellement. Donc, il y a des besoins de déploiement, bien sûr, mais aussi d'outillage et de cette fameuse gestion, de cette gouvernance de manière contrôlée et sécurisée. Bien sûr, la sécurité, la cybercriminalité, c'est quelque chose d'actualité aujourd'hui. Et en même temps, des besoins d'évolution parce que les bases de données, les moteurs sont toujours en renouvellement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi faire évoluer si on ne veut pas se retrouver dans une niche au bout de 10 ans avec des versions obsolètes et des bases de données qui sont ingérables. Et pour finir, le point important, c'est le contrôle des coûts. Parce qu'effectivement, j'ai vu aussi beaucoup de clients qui euh, avaient installé. On se retrouve avec une espèce de patchwork. Et là, on a énormément de mal à gérer les coûts de ces bases de données. Donc, pour ça, il y a des moyens, bien sûr. Il y a le choix de la stratégie. Aujourd'hui, on va parler Oracle. Mardi prochain, on aura l'occasion de parler Postgre. Et au-delà de cette stratégie-là, le choix de l'infrastructure aussi qui est important, puisque c'est l'infrastructure, c'est vraiment la fondation. C'est comme quand on construit une maison, la fondation et les murs du socle base de données. Et après, finalement, l'architecture, le choix des options et garder une flexibilité. Donc, chez ACMI, on possède cette expertise-là pour qualifier, vous aider en fait à mettre en place la solution qui vous permette d'atteindre les objectifs et répondre à toutes sortes de questions. Donc, en ce qui concerne Oracle, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais prévu une session de questions-réponses à la fin, mais si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez m'interrompre. Donc, Oracle, c'est un moteur de base de données qui marche très bien. Mais il y a un certain nombre de difficultés, c'est que Oracle, en fait, a une stratégie commerciale très, très agressive. Une des raisons, c'est qu'ils ne vendent plus de licences sur site. Les clients ont arrêté de faire grossir ces licences sur site. Et du coup, Oracle pousse ses clients vers de nouveaux types de contrats, vers des contrats cloud. Alors, cloud, ce n'est pas forcément public, hein. Ils ont une offre, par exemple, qui s'appelle Cloud at Customer. Mais le principe, c'est que ces contrats sont de type OPEX et non plus de type investissement CAPEX. Et donc, Oracle est toujours en fait concentré sur la base de données. Ils ont toujours essayé de maximiser ça à travers le hardware, donc le rachat de Sun Microsystems avec la technologie Spark Solaris, puis la partie Exadata. Et en fait, ils ont utilisé le hardware pour augmenter les besoins software avec plus de licences, plus de cœurs, plus de licences, plus d'options, des logiciels additionnels comme dans l'Exadata, il y a un logiciel dans le stockage qu'ils appellent Secret Sauce. Et maintenant, depuis quelques années, ils ont construit une offre cloud. Et en fait, cette offre cloud, elle masque ces coûts-là, puisqu'on passe en mode OPEX. Et on a encore plus de mal à contrôler les coûts. Donc, Oracle n'aidera pas à réduire la facture Oracle. Ça, c'est ce qu'ils annoncent, mais ce n'est pas le but. Le but du cloud Oracle, c'est toujours d'augmenter les dépenses. Et c'est bien sûr un verrouillage supplémentaire des clients. Donc, l'idée, c'est, comme je vous disais, Oracle, ça marche bien quand même. Et le but est de protéger l'investissement, de ne pas démonétiser et ne pas augmenter la facture. Donc, le but, c'est de garder les anciens contrats, les contrats, alors que ce soit Standard Edition, Enterprise Edition, par cœur, par user, de type ULA aussi, un Unlimited License Agreement, mais protéger cet investissement, garder le contrôle du coût, de la maintenance, qui coûte très cher, et certains clients, de plus en plus de clients, veulent, ne veulent plus croître le nombre de licences. C'est là où effectivement, il y a des solutions comme l'infrastructure dont on va parler,
ou éventuellement adopter une technologie, une base de données Postgre, qui, chez les clients Oracle, en fait, est de plus en plus déployée, hein. On voit beaucoup de clients Oracle, y compris des clients Oracle qui ont des milliers d'instances, adopter Postgre. Alors, toutes les bases de données ne se ressemblent pas. Des clients qui définissent un seuil au-delà duquel, effectivement, ils disent, bon, ben là, on a besoin d'utiliser le moteur Oracle. Et en dessous, on peut aller vers Postgre, Postgre communautaire ou commercial. Ce seuil a tendance à changer, on en parlera plus longuement la session prochaine. Postgre maintenant atteint un degré de maturité équivalent à celui d'Oracle. Donc voilà, tout ça c'est en pleine évolution. Et donc le but c'est effectivement de libérer les données de cette solution Oracle, éviter le verrouillage et faire des choix d'infrastructure cloud si il y a une stratégie cloud, je dirais, cohérent avec ces bases de données, que ce soit de type infrastructure de service, database de service. Et donc, là, on peut vous aider chez ACMI à protéger cet investissement, quelle que soit votre stratégie cloud ou base de données. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans la partie infrastructure. Mardi prochain, on parlera Postgre. Et cette infrastructure Power 10. Donc, pourquoi Power 10? Pourquoi l'infrastructure est différente? Tout simplement parce que la conception, le design de cette techno est intégré. C'est-à-dire que ce n'est pas une équipe qui conçoit un processeur dans son coin, et puis ensuite on assemble des bouts pour en faire un serveur avec du microcode, avec une carte mère, des cartes I/O, etc. La conception est intégrée pour tous ces composants-là. Le processeur, bien sûr, mais le crossbar mémoire, pour avoir des bandes passantes cohérentes avec la puissance du processeur, le microcode, la virtualisation, donc on a une virtualisation de type bare metal, le système d'exploitation, des fonctionnalités cloud, du management, la sécurité, bien sûr. Sans trop rentrer dans les détails, dans ce processeur Power 10, par exemple, on a, dans le processeur Power 9, génération d'avant, on avait une unité d'encryption par cœur. À la demande des clients, parce qu'on fait un sondage, je dirais, à chaque fois qu'on lance une nouvelle techno, à la demande des clients, il y avait de plus en plus besoin de sécurité. Donc, dans le processeur Power 10, il y a non plus une unité d'encryption, il y en a 4. Il y a vraiment une encryption très poussée au niveau hardware dans ce Techno Power 10. Donc voilà. Bon, puis bien sûr, les I/O, la connectivité, tout ce qui est connectivité, stockage, réseau, est conçu en même temps. Donc, le résultat n'est pas le même que si on avait fait, je dirais, un assemblage de différents composants. On a une solution vraiment équilibrée, intégrée. Vous avez quelques logos à droite. Je ne suis pas rentré dans les détails de l'automatisation, mais il y a Ansible qui permet effectivement un déploiement automatique, donc basé sur OpenStack. Et on a maintenant aujourd'hui des packages Ansible qui permettent de déployer non seulement la VM ou la LPAR, avec donc la VM, le réseau, les disques, etc., mais aussi le système d'exploitation et le moteur Oracle. C'est-à-dire qu'en un coup de clic, on se retrouve avec une VM et le moteur Oracle installé. Donc tout ça, en fait, a beaucoup progressé en termes d'automatisation. De par ce design intégré, en fait, bah, du coup, on a la possibilité d'avoir des fonctionnalités qui sont uniques. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a 3 qui, je dirais, sont un peu plus spécifiques à Oracle. Il y en a une qui est assez peu connue, qui s'appelle Advanced Memory Expansion. C'est un peu marketing comme terme. C'est plutôt de l'Advanced Memory Compression. En clair, de par l'encryption qu'on a mis, la compression dans le hardware, on est capable de configurer une VM, une LPAR, avec par exemple 128 Go de RAM, et de dire
le hardware va compresser les pages mémoire, les pages physiques, hein, mémoire, par 2, par exemple. Et donc, du coup, la VM va avoir 256 gigas au lieu des 128. Alors, pour Oracle, ça marche assez bien, jusqu'à des facteurs 2, 2,5, sans impact sur les performances. Il y a quelques clients qui l'utilisent, pas tant que ça, mais c'est intéressant, surtout que la mémoire coûte assez cher, donc ça peut être quelque chose sur lequel on peut vous conseiller aussi. Les deux autres fonctionnalités, je dirais, intéressantes, très intéressantes pour Oracle, c'est le Share Processor Pool. Donc ça permet deux choses. Ça permet de mieux exploiter le CPU, arriver à un niveau d'utilisation du serveur garanti par IBM. Hein. C'est une garantie contractuelle de 65, 70 à 80% selon les machines. Donc mieux utiliser les cœurs et surtout limiter le nombre de licences à la taille de ce Share Processor Pool, au nombre de processeurs physiques qu'il y a dans le pool. Voilà. Et finalement, le SMT, donc ça aussi c'est unique, on a 8 threads simultanés sur le Power 10. On les avait sur le Power 9, on les avait sur le Power 8. La différence, c'est que sur le Power 10, en fait, on a mis beaucoup plus d'unités d'exécution, ce qui fait que on a une puissance qui est capable d'alimenter vraiment les 8 threads. J'ai fait pas mal de tests pour un certain nombre de clients avec de l'Oracle du Power 10. Et effectivement, on a vu qu'on est vraiment capable d'exploiter toute la puissance des 8 threads avec des performances très, très intéressantes pour Oracle. Voilà. Donc, de par ce design un petit peu particulier, et des caractéristiques uniques. On va voir un petit peu comment on peut bénéficier de tout ça. Alors, en termes déjà de coût Oracle, puisque c'est un sujet qui intéresse nos clients, le logiciel Oracle, c'est ce qui représente 80%, 80% du coût total de possession. Je crois qu'Isabelle, il y a Christophe Cavelier qui veut rentrer. Je viens de le faire rentrer. D'accord. Et en fait, le matériel ne représente qu'environ 20%. Donc, il est vraiment critique, si on veut réduire les coûts, de limiter les coûts Oracle, plus que ceux du matériel. Donc, pour ça, comme je vous disais, utiliser efficacement le CPU, le serveur, et bénéficier de cette règle Oracle qui, pour Power, en fait, permet de plafonner les licences à ce fameux Share Processor Pool, donc la sous-capacité de processeurs physiques en français. C'est ce que Oracle appelle le hard partitioning. Il y a des liens là-dessus un peu plus loin dans la présentation. Alors, quand on regarde l'équation du coût, un premier facteur, c'est le facteur de licence, le core factor. Ça, c'est une règle Oracle qui dit que pour des cœurs x86, c'est 0,5. Et pour Power Azure ou AWS, c'est égal à 1. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0,5, ça veut dire que 2 cœurs x86, c'est une licence. Pour Power AWS Azure, bah, c'est un cœur, une licence. Donc, arriver à ce stade-là, on pourrait se dire ça va me coûter 2 fois plus cher sur Power. Sauf que c'est un seul paramètre de l'équation. Le deuxième étant la performance par cœur. Vous verrez par la suite, il y a un certain nombre de métriques publiques de l'industrie qui montrent qu'on a une performance 2x par rapport à Intel. Donc, arrivé à ce stade de l'équation, on est équilibré, si je puis dire. Et puis finalement, il y a d'autres paramètres. Un paramètre aussi très important, c'est l'utilisation CPU. Comme je vous disais, IBM garantit par contrat l'utilisation du serveur, et ce grâce à cette virtualisation, bare metal, la réutilisation des cycles non utilisés dans les VM, le SMT8 aussi, tous ces aspects-là. Il vaut mieux utiliser 10 cœurs à 50%, ce qui fait 10 licences, plutôt que 20 cœurs à 25%. Donc c'est là en fait que vraiment on crée la différence
en termes d'infrastructure. Et puis finalement, le dernier facteur, là, je l'ai appelé efficacité de plateforme. C'est un peu fourre-tout, c'est difficile à quantifier en termes de coûts, parce que là-dedans, en fait, on va comparer les niveaux de sécurité, les niveaux de disponibilité, de fiabilité, la linéarité du serveur, le coût de l'énergie. Bon, là encore, c'est un peu plus difficile à quantifier. Mais bon, voilà. Donc, quand vous regardez l'équation complète, effectivement, c'est là où vous pouvez rentrer dans le calcul et faire vraiment une comparaison réaliste, hein, des différentes plateformes. Comme je vous disais, vous avez quelques chiffres là sur les coûts Oracle, là, sur l'acquisition des licences, des options. C'est très cher, ça c'est des prix listes, bien sûr. Et le prix de la maintenance, 22% par an, y compris la première année, ce qui fait qu'à la 5e année, en fait, on a plus que repayé le prix de l'acquisition. Donc même avec 60% de remise, chez Oracle, ils peuvent vous accorder ça, hein, minimum, je dirais 55 à 65-67%. Même avec ce niveau de discount, le coût du logiciel Oracle reste bien supérieur au matériel. Donc, cette infrastructure, elle est critique aussi pour le contrôle des coûts Oracle et la productivité, le traitement des données. Donc, pour entrer un peu plus dans le détail, vous vous souvenez, le troisième élément de l'équation, le taux d'utilisation du CPU ou du serveur. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui connaissent ça aujourd'hui, c'est pas nouveau, hein. Ça date du Power 5, donc en 2004. Hein. Donc il y a beaucoup de clients, tous les clients qui font, quasiment tous les clients qui font de l'Oracle sur Power utilisent cette fonctionnalité de Share Processor Pool. Donc j'ai mis un petit exemple ici avec trois VM ou 3 LPAR à laquelle j'ai assigné des ressources, hein, 5,1 cœurs, 1,9 et 3, donc ça fait un total de 10. J'ai défini, dans ma machine de 24 cœurs par exemple, j'ai défini un pool de 10 cœurs. Et ces 3 VM ou LPAR vont utiliser les 10 cœurs du pool. Alors là, je vais pouvoir, avec ce mécanisme de virtualisation intégré à la machine, optimiser mon CPU. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme d'interruption entre le système d'exploitation et l'hyperviseur qui va en fait réutiliser, si par exemple ma première VM, là, au lieu des 5,1, elle en utilise que 3 pendant un certain temps, pendant une demi-seconde. Les 3, le système d'exploitation va rendre au Share Processor Pool 3 cœurs. Et ces 3 cœurs, finalement, vont pouvoir être utilisés par d'autres VM qui ont besoin de satisfaire un pic de charge. Donc, finalement, vous voyez l'espèce de petit schéma ici à droite, là. Au lieu de faire la somme des pics de chaque VM, je vais payer ou je vais définir des cœurs pour le pic de la somme des VM. Je moyenne en quelque sorte ce pic de chaque VM. J'ai fait des exercices, des études assez poussées. La dernière, c'était chez une banque suisse là, qui utilise cette techno. Et sur des métriques, hein, de monitoring, euh, en extrayant les chiffres et en faisant des petits calculs, on arrivait facilement à 20-25% de réutilisation, de taux de réutilisation de ces cycles perdus. Donc c'est là où effectivement ce troisième paramètre de l'équation TCO change la donne, si je puis dire, puisque là en fait vous allez pouvoir vraiment réduire, augmenter l'automatisation du serveur et surtout réduire le nombre de cœurs qui sont associés à Oracle, pour lesquels je paye. Oracle reconnaît, vous avez le lien en bas à gauche là, reconnaît ce Share Processor Pool comme étant un moyen de limiter le nombre de licences. Voilà. Donc bon, tout ça est ajustable dynamiquement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si vous faites de l'Oracle sur Power, je pense que vous utilisez déjà cette technologie, cette caractéristique.
Sachez que sur Power 10, ça a encore été amélioré de par la performance du Power 10, du SMT8, etc. Voilà. Pour changer un petit peu de rubrique, en termes de feuille de route, vous avez un lien en haut là qui est la déclaration d'Oracle. Même si effectivement il y a une certaine compétition sur le matériel, Oracle reconnaît, c'est quand même le marché qui fait la décision, hein. Et donc on a un certain nombre de clients de par le monde qui utilisent ces deux technos, Oracle sur Power. Vous voyez, c'est un chiffre assez important, 80 000. Et donc effectivement, Oracle doit satisfaire ces clients-là. Et on a une feuille de route à long terme. Donc, vous voyez, en bas, cette année, un peu plus tard cette année, on va avoir une nouvelle version de la base de données, la 23C. Pour l'instant, la version courante, c'est la 19C. Version stable, hein, j'entends. Et sur ces machines Power 10, en fait, on est capable d'exécuter toutes ces versions. Alors, pourquoi? Parce que les versions, la 11G, la 12C, la 11G est une très ancienne version. Mais ces versions-là sont certifiées non pas par rapport à la technomachine, mais par rapport au système d'exploitation, à la version du système d'exploitation. Du coup, cette 11G étant certifiée sur X71, 72, et le Power 10 pouvant exécuter cette version du système d'exploitation, on peut bénéficier pour des vieilles bases de données, alors quand je dis vieilles, hein, c'est vieilles versions, des bénéfices de la dernière techno, de la puissance du Power 10, etc. Il y a encore pas mal de clients qui font de la 11G. C'est une version très stable et qui ne souhaitent pas évoluer en termes de version. Il y a un gros fabricant de matériel électroménager coréen qui a tout son ERP mondial basé sur Oracle, sur la version, l'ERP d'Oracle, la Business Suite et la base de données Oracle. Et en fait, ils ont décidé de rester sur la 11G. Ils ont renouvelé leur infrastructure, ils sont sur Power 10. Pour vous donner une idée, la base de données, c'est 768 cœurs Power 10, avec un cluster, enfin quelque chose d'assez important. Voilà. Donc, ça permet en fait de bénéficier des dernières performances technologiques, mais sans être forcé de faire le choix, faire un upgrade de la version Oracle. Donc, c'est une flexibilité très importante que vous permet cette techno. Contrairement à d'autres technos, alors je ne veux pas être médisant, mais il y a un certain nombre de technos qui vous limite aux dernières versions d'Oracle uniquement, la 19C et bientôt la 23. Donc là, ça vous force, en fait, c'est l'infra qui vous force à upgrader les versions de la base. Vous avez un certain nombre de liens en bas là, qui font référence à ces aspects-là. En termes de benchmark, alors Oracle ne publie plus de benchmark officiel, public, hein. Des TPCC ou autres. Donc, je n'ai pas mis tous les benchmarks publics relatifs à Power 10 ici. Il y a SAP qui publie une base de données avec tout un tas de résultats sur des tas d'infra. Mais je vous ai mis ici, en fait, les benchmarks qu'on a fait quand le Power 10 est sorti avec Oracle. Avec différentes versions d'Oracle, et on a voulu comparer une ancienne techno, le Power 8, avec le Power 10 pour voir tous les bénéfices qu'on avait. Donc, il y a un petit schéma ici, et vous voyez qu'en fait, on a une performance qui a été améliorée de 2,5 fois par rapport au Power 8. Et ce, quelle que soit la base de données, vous voyez que d'ailleurs, la base de données, qu'on soit en version 12 ou en version 19, en fait, la performance est la même. Il y a deux liens à droite, là, donc ces liens vous amènent sur le papier complet avec tout le contenu du test, tous les résultats, ce qui a été fait, ce qui a été testé, etc.
Il y a deux types de charges qui ont été testés. Une charge transactionnelle classique et une charge analytique, en fait. Ceux avec les différentes versions et les différentes technomachines. C'est des tests qui ont été certifiés par Oracle. Vous voyez que sur la copie d'écran, là, il y a le logo Oracle. Donc, c'est vrai, c'est encore une fois, c'est des faits réels, quoi. Voilà. Ensuite, un autre standard de l'industrie, c'est IDC qui publie un métrique de performance qui s'appelle QPI, Qualified Performance Indicator. Donc, ce métrique, en fait, il existe pour tout type de techno, tout type d'infra, tout type de serveur. Et donc, quand on extrait, bon, il faut un utilisateur pour se connecter, accéder à ces données. Mais quand on a extrait les données, je les ai extraites pour la partie Intel, AMD, donc vous voyez avec tout l'historique, et la partie Power à droite en bleu. Il y a deux choses qu'on note là, c'est que au cours de la période 2012, 2021 ou 2023, cette techno a amélioré la performance par cœur de 60%. 60% sur cette durée, c'est 5% par an à peu près. Sur la partie Power, ben, sur la même période, la performance, ça a été amélioré de plus 146%, ce qui en moyenne par an représente 10%, donc à peu près le double. Ça, c'est la première chose qu'on peut noter. La deuxième chose, c'est que, vous voyez, ça revient aux chiffres que je mentionnais avant, là, sur l'équation, c'est qu'on a une performance qui est à peu près 2 fois supérieure sur Power 10 par rapport aux dernières techno Intel AMD. Donc, du coup, effectivement, la conséquence de ça, c'est que la techno, quand vous allez rafraîchir un serveur, quel qu'il soit, que ce soit basé sur Intel ou Power, il y a une croissance des données. La base a tendance à croître, consommer davantage de ressources. Et le renouvellement du serveur, en fait, ne va pas forcément vous permettre, bien sûr, vous allez avoir un bénéfice de la dernière techno, mais ne va pas forcément compenser le besoin en ressources croissant et notamment le nombre de licences correspondantes chez Oracle. Donc, j'ai fait un petit calcul là. Je peux vous envoyer la feuille Excel. Je vais essayer de la mettre, de la joindre dans le fichier PDF que vous allez recevoir avec les diapos. Si j'arrive, ben, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail où je vous enverrai la feuille de calcul qui est ici à droite. Et vous pourrez modifier quelques cellules pour faire votre calcul à vous avec vos licences, vos nombres de cœurs, etc. Donc, dans cet exemple, j'ai pris un client qui a installé un serveur en 2017. Alors que ce soit un serveur à base de Xeon, donc à l'époque Techno Broadwell, ou un serveur IBM PowerBit. Et puis, ce client, j'ai supposé qu'il avait une croissance de 8%. Donc, comme je vous dis, prenez la feuille Excel, mettez votre taux croissance à la valeur que vous souhaitez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, en 2023, j'atteins 100% des ressources de mon serveur. J'ai 30 licences. Donc, 30 licences sur Power, c'est 30 cœurs. 30 licences sur x86, c'est 60 cœurs, hein, puisqu'on a un facteur de X. Et je paye la maintenance à Oracle. Donc, j'ai pris pour hypothèse que le client a de l'Enterprise Edition, plus les options partitionnement, Diagnostic Pack, Tuning Pack, qui sont les options les plus répandues, je dirais. Ce qui représente un prix liste par licence de 71 000 $, 500. Et j'ai accordé un discount Oracle de 55%. J'aurais pu faire un petit peu mieux, mais ça, c'est à vous de négocier avec le commercial Oracle. Donc, basé sur ces hypothèses-là, je renouvelle mon serveur. En 2024, cette année, je renouvelle mon serveur. Et si je renouvelle, donc deux choix, je renouvelle avec le dernier Xeon, le Sapphire,
Et là, j'ai, vous vous souvenez, 60% d'augmentation de performance, 5% par an. C'est-à-dire que sur la période 2017 à 2023 ou 24, j'ai gagné 34% de performance en moyenne. Sur le Power 10 ou Power 8, j'ai fait le même calcul. Pour la même période, j'ai plus 77% de performance. Ce qui, quel en est le résultat? Ben, c'est que des 30 licences sur x86, j'en ai plus besoin que de 25. Et si j'étais sur Power, des 30 licences, je n'en ai plus besoin que de 19. Donc là, ben, je suis content. J'ai moins de cœurs utilisés, moins de licences utilisées, c'est parfait. Si je vais chez Oracle pour leur dire ben, je veux payer la maintenance en correspondance avec ça, ils vont me répondre non, non, vous continuez à payer pour 30 licences, même si vous en utilisez moins que ça. Donc, ma maintenance, elle est de 212 000 $, que ce soit sur Intel ou sur Power. Là, je n'ai pas d'écart. Par contre, au fur et à mesure des années, 2024, 2025, 2028, ma charge croît. Et du coup, j'arrive en 2028 avec 136% de charge par rapport à 2023, hein, donc 5 ans plus tôt. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur Intel, je vais avoir besoin de 31 licences. Ce qui veut dire qu'il faut que j'en achète une, puisqu'il y en avait que 30. Sur Power, le gain, en fait que vous avez bien sûr augmenté le nombre de licences, augmenté le nombre de cœurs utilisés, mais de 19 à 24, mais vous restez dans l'enveloppe des 30. Du coup, c'est là où on commence à avoir une différence de coût. Donc, vous voyez, j'achète une licence là, en 2028, 32 000 $ avec la remise, les options, etc. Et ma maintenance augmente en conséquence. Donc là, je commence à voir apparaître un petit écart de 39 000 $ sur l'année 2028. Et puis, bien sûr, le même phénomène continue, 2029, 2030, 2031. Je continue à acheter des licences. Je m'aperçois pourquoi je me suis arrêté en 2031, c'est parce que c'est l'année où j'atteins la limite de l'enveloppe sur Power. Je suis toujours à 30 licences, je n'ai toujours pas acquis de nouvelles licences. Et bien sûr, alors bon, après, tout dépend de votre taux de renouvellement de serveur, mais vous voyez que effectivement, si vous faites 5 ans, au-delà de 4 ans, avec un taux de 8% de croissance, hein, bien sûr, hein. Au-delà de 4 ans, je vais devoir, le renouvellement du serveur ne suffira pas à compenser le nombre de licences. Ou alors, il va falloir que je renouvelle mon serveur plus souvent, c'est-à-dire au bout de 4 ans, ou plutôt que d'attendre 5 ou 6 ans. Voilà. Bon, je vous enverrai la feuille de calcul, vous pourrez mettre vos hypothèses, jouer avec ça, faire vos propres calculs. La différence, elle est notable. Elle couvre l'investissement d'un serveur, du hardware, puisqu'on disait qu'en fait, dans le coût total, le TCO, pardon, le hardware, c'est la partie la moins chère comparée au coût Oracle. Donc, cette techno vous permet de mieux contrôler les coûts, éviter des nouvelles acquisitions Oracle, tout en continuant à faire de l'Oracle. Voilà. Donc, un petit exemple ici d'un client pour qui j'avais travaillé, là, une grosse organisation financière au Brésil, Sicredi, des bases critiques hein, pour le cœur de leurs finances. Hein. J'avais travaillé avec eux déjà à l'époque du Power 8, ils étaient passés sur Power 9. C'était encore des faits réels, vous avez un papier ici en bas, là, sur ce lien. Ils sont venus avec leur base de données qui tournait sur Power 9. Ils nous l'ont amené, on a testé sur Power 9, vérifié que on était pareil. Et puis on a mis cette base de données sur Power 10. On a relancé la même charge, donc des batchs, essentiellement des batchs, traitements. Et donc le résultat, c'est que sur Power 10, par rapport à Power 9, on avait 30% de performance en plus, ou plutôt 30% de cœur en moins. Mais en plus de ça, la durée des traitements était réduite de 25%.
Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de du tableur là, que je vous expliquais, et de comment l'infrastructure vous permet de contenir les coûts Oracle. Donc en termes de compétitivité pour l'entreprise, c'est un point important. Bon, après, au-delà de ça, ils ont aussi amené des charges supplémentaires dans le cloud IBM à base de technologie Power qui s'appelle Power Virtual Server, qui est la même techno, hein, donc on peut amener de l'Oracle sur ce Power Virtual Server. Et puis, il y a un côté dont je n'ai pas parlé, j'en parlerai pas aujourd'hui, on n'aura pas le temps, c'est tous les aspects modernisation. C'est pas une machine pour faire que de l'Oracle, hein. C'est une machine qui vous permet de faire tout un tas de charges, y compris de moderniser avec des applications containerisées, des microservices. Là aussi, l'intérêt, c'est que finalement, plutôt que de répliquer, cloner la base, répliquer les environnements, avoir des ETL dans tous les sens pour différents métiers de l'entreprise, vous allez pouvoir en fait utiliser la même base de données pour l'ensemble de ces environnements. Donc ça simplifie énormément les opérations et toute l'infrastructure et l'architecture aussi et les métiers. Voilà. Bon, après, il y a d'autres éléments importants aussi en termes de migration, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que on dispose d'outils d'analyse pour vous aider à optimiser tous ces environnements Oracle. Des outils d'analyse sont faciles à mettre en œuvre, hein. Alors, il y a des choses qui s'appellent OraCheck, il y a des choses qui s'appellent Exerciser, etc. En fait, c'est basé sur des métriques, ce n'est pas des données confidentielles de la base, c'est juste des métriques. Et avec ces petits outils-là, on peut vous rapidement, simplement, vous remettre en rapport avec des recommandations. Alors, il n'y en a peut-être pas, hein, tout est peut-être optimisé, mais souvent, quand on fait ce genre d'études, ben, on est capable de dire à nos clients, bah, tiens, vous pourriez améliorer ça en utilisant ça ou pas, ou de ce côté, ou plutôt de l'autre. Voilà. Donc n'hésitez pas, on a toute cette expertise et les outils chez ACMI. Ça, c'est un autre exemple d'un client, effectivement, alors, c'est une comparaison avec Exadata, mais bon, peu importe. Le point intéressant, c'est que, bon, ils disent ici en bas aussi que cette techno leur a permis de maîtriser les coûts de licence et de support Oracle. Un autre point dont on n'a pas parlé, c'est, vous voyez, le directeur des services d'infrastructure nous explique qu'au cours des 7 dernières années d'exploitation de ces machines, ils n'ont pas eu d'interruption. Donc, ça nous montre aussi le niveau de fiabilité de ces machines-là. Voilà. Donc, on n'a pas couvert tous les points, on n'est pas rentré dans des détails techniques dans la sécurité, les niveaux de fiabilité, disponibilité. Bon, tout ça est une techno très, très robuste, hein. Donc, si vous avez besoin de détails, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais passer à un autre aspect qui n'a rien à voir, mais on a un certain nombre de clients qui, petit à petit, essaient de quitter Oracle un petit peu, ou tout au moins de réduire, de contenir l'enveloppe. Ou alors, ils ont tout simplement des vieilles versions, là, comme je vous disais, la Angers, qui ne sont plus supportées par Oracle. Et donc, IBM, avec ACMI, a une offre de support Oracle, pas que, hein, il y a aussi du support SAP, Microsoft et autres, mais en l'occurrence, une offre de support Oracle qui permet de faire des économies substantielles, potentiellement 50%. Et surtout de fournir une qualité de support de haut niveau, avec une proactivité, une approche holistique de la sécurité et, je dirais, un déverrouillage, entre guillemets, d'Oracle. Donc, selon les profils, si vous avez un contrat Oracle, si vous avez plusieurs contrats, selon le type de contrat, il y a des possibilités de dire, ben, j'arrête un contrat de maintenance ou de support avec Oracle
et je vais souscrire ce contrat chez IBM. C'est une offre de l'équipe support IBM. Donc, ils ont en fait toute la gestion, bien sûr, des incidents, des vulnérabilités, de la sécurité, les maintenances correctives, tout ce qui est diagnostic, etc. Tout ça est pris en charge par ces équipes-là. Il y a quelques exemples ici. Là, j'ai mentionné 3 exemples en France. Le profil en général, ou le contexte plutôt, de ces situations-là, c'est des clients qui s'orientent en partie, hein, ils ne quittent pas complètement Oracle, mais qui s'orientent en partie vers d'autres moteurs. Par exemple, un client qui tourne des applications SAP peut s'orienter vers SAP HANA, ou des clients peuvent s'orienter vers Postgre, ce qui leur permet de dire j'arrête un des contrats avec Oracle. Et vous voyez, vous avez quelques références là, ici, là, que ce soit dans le secteur de l'industrie, dans des organismes sociaux, etc., des clients qui ont souscrit selon le contrat. Et en bas, il y a quelques autres références. Voilà. Donc, comment je peux vous aider, soit avec des informations techniques, financières. Je vous enverrai le tableur Excel, là, si vous souhaitez. Après, on peut descendre dans des éléments techniques plus pointus en termes d'utilisation de telle ou telle fonctionnalité ou de tuning. N'hésitez pas à m'écrire là-dessus. Et comme je vous disais, on a des outils qu'on peut mettre en œuvre assez facilement pour éventuellement vous remettre en rapport en disant, bon, voilà, on a vu des pistes ou pas d'optimisation, que ce soit à travers les shared processor pool, l'advanced memory expansion, des choses, d'autres éléments d'AX, de PowerDisk, etc. L'utilisation du SMT8 plutôt que SMT4, voilà, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, et puis bien sûr des études plus financières comme le TCO, du retour sur investissement. Donc, et puis bon, mardi prochain, même heure, alors je crois que je me suis trompé sur l'heure, c'est pas 14h, c'est 14h30. On animera une session toujours dans l'idée des bases de données et de cette technologie-là. Je co-animerai avec des personnes de EDB Enterprise PostgreSQL, qui en fait est un Postgre, c'est le numéro 1 du Postgre commercial, si je puis dire, et qui en fait, au-delà du Postgre communautaire, fournit des fonctionnalités, de l'outillage, et bien sûr du support, qui permet en fait d'atteindre un niveau entreprise équivalent, quasiment équivalent à celui d'Oracle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Postgre est capable de remplacer pas mal de bases Oracle. Alors, pas forcément pour migrer des bases de données Oracle vers Postgre, mais pour des nouveaux projets. Donc voilà, cette maturité, elle est croissante. Donc, vous n'hésitez pas à vous inscrire à cette session de la semaine prochaine. Il nous reste 6 minutes. Donc, je crois qu'on avait préparé un petit quiz, mais si vous avez des questions. Alors, normalement, il est apparu sur les écrans de tout le monde, mais d'ailleurs, j'ai eu des réponses. Donc, D'accord, bon, ben c'est parfait. est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Tossetto, Monsieur Hamzi? Moi, j'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. En fait, tout ce que vous avez présenté, c'est quelque chose qu'on utilise, a mis en place effectivement dans notre entreprise, il n'y a pas de problème. Après, là où j'aurais voulu avoir plus d'éclaircissement, mais voilà, c'est au niveau par exemple, la fonctionnalité LPM. Oui. On a toujours eu un doute sur l'utilisation, enfin un doute et pas trop de doute finalement, puisque apparemment Oracle, dans ses textes, ne reconnaît pas la virtualisation. La virtualisation, c'est ça. Par contre, elle reconnaît effectivement les LPAR, et le comptage
des corps dans les SharePoint, des licences dans les SharePoint, ça, il n'y a pas de problème. Oui. Mais voilà, donc nous, le problème aujourd'hui, c'est arriver à faire, par exemple, sur des ESX, vous voyez, essayer d'arriver à libérer un système Power pour faire des mises à jour de firmware ou des trucs comme ça, chose qu'on ne fait pas puisque Oracle ne reconnaît pas LPM. Est-ce Oui. que vous avez des informations complémentaires là-dessus? Contradictoires en tout cas. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, le LPM, ça a été un grand dilemme, là, en 2013, il y a beaucoup de clients comme vous qui utilisaient LPM. C'est hyper pratique, hein, bien sûr, hein, pour les maintenances planifiées. Et donc, tous les clients Oracle SoftPower utilisaient ça. Et en 2013, Oracle a dit, bah tiens, je vais publier une règle en disant, bah, maintenant, si vous faites du LPM, vous allez payer tous les cœurs de toutes les machines sur ces cibles. C'est pas un contrat, c'est une règle sur. D'ailleurs, c'est bien marqué en bas du lien. C'est une règle à titre d'éducation et ça ne remplace pas le contrat. Bon, ceci dit, Oracle est assez dur là-dessus. C'est un moyen qu'ils utilisent pour essayer de mettre les clients en non-conformité si vous avez fait un LPM. Ensuite, il y a quand même des dérogations. Il y avait un addendum disponible sur Internet, ils l'ont supprimé, mais l'addendum généralement s'applique chez les clients. Il faut bien sûr en parler au commercial Oracle, lui poser la question avant, mais par exemple, si vous faites un changement de serveur, par exemple dans l'exemple là, de Power 8 à Power 10 ou Power 9 à Power 10, les clients sur un changement de serveur, ils demandent à Oracle la possibilité de faire un LPM. En général, Oracle là-dessus ne rechigne pas et permet aux clients de faire le LPM. Ensuite, c'est une question, je dirais, de discussion avec Oracle en disant, je ne vais pas faire du LPM tous les mois. Je vais faire du LPM 2 fois par an ou 1 fois par an parce que effectivement j'ai une maintenance préventive pour faire ma mise à jour de microcode système serveur. Et donc là, je dirais ça se discute. En tout cas, pour les changements de serveur ou les renouvellements de serveur, Oracle en général ne rechigne pas à dire bon, ok, faites un LPM, vous ne serez pas mis en audit ou en non-conformité pour l'opération. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Tosetto? Oui, tout à fait. En fait, voilà, ça permet de préciser les bonnes pratiques, hein. Ouais. Très bien, merci. Envoyez-moi un petit mail, je vous enverrai le document addendum qu'on ne trouve plus aujourd'hui sur Internet, Oracle l'a supprimé, mais je vous enverrai une paire de documents là-dessus sur cette discussion autour du LPM. C'est des documents libres, je veux dire, je peux les faire, par exemple, circuler à mon service conformité pour analyser. Oui. Vous pouvez les partager au sein de ICDC de manière libre. Et justement, le but, c'est que... Pardon? Ça peut nous aider. Oui, le but, c'est que justement, vous alliez rencontrer, enfin, ou des personnes chez vous, aillent rencontrer le commercial Oracle en lui mettant le papier sous les yeux, en lui disant, voilà, vous aviez publié ça, il y a des clients qui le font, etc. Il y a des clients français qui font du LPM et Oracle ne les pénalise pas. J'en connais au moins un, qui est une banque majeure en France, qui fait du LPM et qui passait une espèce d'accord tacite avec Oracle pour ne pas être pénalisé par rapport à cette règle de licence. Et puis après, je pense que effectivement, les gens qui s'occupent de ça chez vous, faut reprendre le contrat. Alors, il y a des sociétés spécialistes de. Alors non, moi, je connais bien la partie licensing, mais je suis pas, j'ai pas l'autorité. Par contre, il y a des sociétés dont c'est le métier de rentrer dans la partie contractuelle Oracle
Je pourrais vous recommander des noms si vous avez besoin, ou je pourrais vous mettre en relation s'il y a vraiment besoin de pousser la discussion avec Oracle. Moi, j'ai une question. Alors, c'est de la part de Monsieur Hamzi, mais le pauvre, il a toujours pas de micro. Donc, la question, je vous la lis. Peut-on constater, d'après le slide, que Power 10 est plus performant avec Oracle 12C que Oracle 19C et 23C? Alors, sur celle-ci, là. Oui, je pense que ça doit être celui-là. Non, non, je dirais, quelles que soient les versions d'Oracle n'amènent pas plus de performance. Là, ici, sur la diapo, là, on est sur Power 10, là, 2 x 12 cœurs. Que ce soit la version 12 ou la version 19, on a le même niveau de performance. Tous les détails sont dans les liens, là, dans les papiers. Donc, on retrouve les chiffres détaillés avec les temps de traitement, etc. On a la même performance. En général, les versions d'Oracle plus récentes consomment un peu plus de ressources, un peu plus de mémoire, un peu plus de CPU. Je me souviens qu'on est passé de la 11 à la 12 de mémoire. La 12 consommait plus de CPU, etc. Mais par contre, en termes de performance, c'est pas la version Oracle qui fait la performance ou qui apporte de la performance. On a répondu à votre question? Oui, c'est bon. Monsieur Hamdi, non, merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres interrogations, besoin de précision sur plus de choses? Non, pas d'autres questions. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Bon, de toute façon, je vais vous faire parvenir par mail la présentation qu'on a déroulée devant vous aujourd'hui. D'accord. Vous avez donc dedans les coordonnées de François et n'hésitez pas à le contacter si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de lui, si vous avez besoin de faire des tests, enfin tout ce qu'il a pu vous proposer pendant cette heure de webinar. Après, bien sûr, on reste à votre disposition pour tout ça sans aucun problème et voilà quoi. Donc, et puis peut-être qu'avec un peu de chance, on va vous retrouver dans les prochains webinars qui vont donc avoir lieu le 19, le 26 et le 2 avril. C'est ça, François? C'est ça. Donc, semaine prochaine, toujours dans la continuité, on va parler de EDB Postgre, les fonctionnalités, toujours en conjonction avec la technologie Power 10. Et on co-présentera avec des personnes de EDB. La semaine suivante, ce sera autour de la partie containerisée, modernisation des applications, etc. Donc avec OpenShift, toujours sur Power 10. J'espère que d'ici là, on est en train de monter une démo, justement pour le déploiement en mode containerisé de base Postgre, ODB. Je ne sais pas si la démo sera disponible, bon, mais on va essayer. Et puis la dernière session, toujours dans la continuité, c'est comment ACMI peut vous aider à manager tout ça, peut vous fournir une offre cloud. Quand je dis cloud, ce n'est pas forcément public, ça peut être un cloud sur site. Et tous les services managés qu'ACMI peut vous apporter autour de ces aspects base de données et infrastructure. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et puis pour toute question, envoyez-moi un petit mail ou appelez-moi. Il y a mon numéro de téléphone aussi. Merci à tous. Voilà. Merci à vous. Merci à tous. Et je vous dis, j'espère à la semaine prochaine. Merci Isabelle. Bonne fin de journée. Bonne fin d'après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.